Salut à tous. Voici une lettre que j'adresse au chef de l'État français, le président Macron, qui effectue en ce moment précis un voyage en Afrique. D'abord au Burkina Faso, au Ghana et en Côte d'Ivoire. En ce qui concerne le Burkina Faso, il a eu des entretiens avec les étudiants au campus de l'université du Burkina Faso. Nous allons d'abord regarder ce qui a été dit, écouter le message qui a été adressé, et nous allons analyser ces messages d'un bout à l'autre. Et puis, nous allons revenir sur les propositions, la lettre qui a été faite ou bien dédiée au président français. C'est un documentaire que vous allez découvrir d'un moment à l'autre. Et voici le chef de l'État français sur la terre burkinabé, au pays des hommes intègres. Un peu de calme. Je peux pas, à la fois. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Alors, j'adore le débat citoyen, vous l'avez compris. Mais là, vous êtes, je connaissais les étudiants français, qui sont déjà des esprits paradoxaux. Mais vous êtes des esprits super paradoxaux. Parce que vous râlez pour avoir la parole, et vous râlez dès que quelqu'un prend la parole, en disant que les questions sont mauvaises. On ne va jamais s'en sortir. On va bien la poser là, alors. Alors, qui fait des études d'économie ou de finance ici? Vous êtes en quoi alors? C'est quelque part vous me parlez comme si j'étais toujours une puissance coloniale. Mais moi je ne veux pas m'occuper de l'électricité dans les universités au Burkina Faso. C'est le travail du président. Du coup il s'en va, reste là. Et voici le documentaire après avoir regardé ce bout d'image diffusé par la télévision BFM TV. Alors, nous allons suivre en même temps le documentaire et après le documentaire, on se retrouve. En ce qui concerne donc la lettre du président Macron, voici cette lettre que vous allez découvrir ensemble avec moi. Tantôt sur la terre battue de son village, il parcourt des kilomètres à pied. Tantôt dans les sentiers du même lieu, il plonge les regards sur l'avenir. Tantôt, aux côtés des populations rurales, avec les autorités administratives du Cameroun, ou en compagnie des vedettes du football, à l'instar de l'ex-international, l'ambassadeur itinérant Albert Roger Mila. Le Camerounais Tchala Essomba nourrit un espoir et mène une lutte. Réduire et endiguer le phénomène de l'immigration clandestine dans les rangs de la jeunesse africaine et camerounaise en particulier. C'est ainsi qu'il dirige une ambitieuse œuvre de développement local dont il est l'initiateur. À la place de la forêt, des vieilles cases, le Camerounais Tchala Essomba a en idée d'implanter ceci: le village international des médias. 80 hectares à exploiter, à transformer pour faire jaillir des terres. Hôpitaux et cliniques modernes, hôtels, restaurants, routes bitumées, centres de formation et d'apprentissage des métiers du cinéma,
studio de production des films, usine de transformation bio des fruits, étang piscicole industriel, le Nyon étant un atout de taille ici, attendu aussi des zones d'élevage et des grands champs agricoles. Avec, en filigrane, de milliers d'emplois directs et indirects pour plusieurs jeunes Camerounais d'horizons divers. Pour moi, c'est un défi. Je le fais pour l'amour de mon pays, d'abord le Cameroun. Il est louable que chaque habitant de cette planète cherche à développer sa zone là où il est né. C'est très important. C'est dans cette idée, dans cette optique que je me suis attelé vraiment à développer cette zone en amenant le village du cinéma et d'autres projets qui sont en train de naître dans la région. C'est pour développer cette région. C'est dans le département de la Meufou et Akono, région du centre, groupement Elega, qu'est implanté le village international des médias en Kolong 2, localité rebaptisée Nkolfié, qui signifie la montagne de lumière en langue française. 50 minutes de voyage à partir de Yaoundé, la capitale politique du Cameroun, suffisent pour rallier Nkolong 2. Ici, comme pour la plupart des villages du Cameroun, les clichés sont les mêmes. Enclavement, manque d'infrastructures routières, pauvreté ambiante, chômage des jeunes qui conduit plus tard à l'exode rural. Mais pour l'initiateur du village international des médias, rien n'est fatalité, surtout quand on a les potentialités. Il croit tenir une solution pérenne à la lutte contre l'immigration clandestine des jeunes. Le village international des médias. Ce que j'attends de vous, la jeunesse, de mener des projets de développement qui vous empêchent de se déplacer. J'ai créé une association qui a son siège en France, Village international des médias. Nous luttons contre l'immigration clandestine. Et nous savons tous que partir du village, ça veut dire on n'a rien à faire au village. On arrive à Yaoundé, on n'a rien à faire, et puis on prend la route du Nigeria, du Mali, du Niger, du Maroc. On traverse par le canal des embarcations de fortune pour aller en Espagne. Et puis on se noie. Si on n'a pas la chance d'arriver, on va se noyer. Nous luttons contre l'immigration clandestine et aussi l'exode rural. Ça veut dire que vous devez faire des programmes, développer des projets communautaires. C'est très important. Des experts de divers domaines ont été associés à sa faisabilité. Le simple fait que nous soyons déjà venus, on va en faire un diagnostic. Ça veut dire que le projet n'aura pas beaucoup d'impact, ça n'aura pas des impacts négatifs parce qu'on va les atténuer au fur et à mesure. Les études sur le projet ont également porté sur la topographie. Là aussi, pas d'inquiétude à se faire. La topographie, en réalité, c'est l'élément fondamental. C'est la base de toute réalisation des projets dits sérieux. À travers notre plan, l'architecte doit pouvoir présenter en quelque sorte les bâtiments qu'on aura fait sur le site. À travers les courbes des niveaux et à travers le levé planimétrique. Parce que c'est le topographe qui est appelé à positionner et à projeter également, à faire les projections du projet sur le terrain. Donc nous allons également présenter un plan de viabilisation avec des servitudes et puis avec des routes qui respectent également la norme cadastrale et puis d'urbanisation. C'est le même feu vert que le design architecte donne au projet du point de vue de la capacité du sol à accueillir les bâtiments qui vont sortir de terre. Nous n'avons pas de soucis parce que l'architecture est un art qui évolue au fil du temps.
aujourd'hui, il est possible de construire même en pleine eau profonde. Nous n'avons pas d'inquiétude parce que c'est pour ça que nous sommes là pour ressortir les valeurs du sol. Par exemple, sur ce site où nous sommes, c'est un site sédimentaire, dans un sol argileux. On peut l'exploiter, il est exploitable, il n'y a pas d'inquiétude en fait. Parmi les premières réalisations d'envergure du village international des médias, mais en attente de financement pour sa livraison et son inauguration, il y a ce bâtiment, dont les travaux ont été effectués par une centaine de jeunes Camerounais. Sur fond propre. Aussi, le bâtiment devant abriter la chaîne de télévision satellitaire Canal Ville TV a vu le jour. Sur fond propre également, le Camerounais Tchalaï Somba a fait bénéficier au site du village international des médias l'énergie électrique avec en prime un transformateur et un groupe électrogène automatique en cas de coupure de courant. À coup sûr, des centaines de millions de francs CFA sortis de la poche d'un seul individu. Depuis lors, les échos du village international des médias attirent, comme en août 2012, le village international des médias accueille un hôte de marque. Monsieur le préfet de la Mefou et Akono, soyez le bienvenu en Kololong 2, dans la ville de Kolofié. Soyez bénis. Satisfaction et encouragement au bout des lèvres du chef de terre, visiblement très impressionné. Nous avons été assez émerveillés par la qualité des équipements en ce qui concerne l'unité de radio, de télévision. Et nous avons été émerveillés d'autant plus qu'on a trouvé tous les équipements qui nous paraissent de dernière technologie. Puisque ça fonctionne aussi avec la satellite, capacité d'émission pouvant couvrir plusieurs pays francophones d'Afrique et même au-delà. Je crois que dans un village, un environnement comme celui-ci, c'est une initiative à saluer. Nous avons aussi vu les chantiers en construction et je dois dire que de toute évidence, le programme qui est déployé en termes d'investissement ici va à coup sûr générer des effets bénéfiques pour les populations locales, en termes d'emploi, en termes, je crois, du développement tout court de notre département. Déjà, les principaux bénéficiaires commencent à percevoir à ce stade les retombées du village international des médias. Moi j'apprécie beaucoup parce que moi je vis en France et à Paris plus précisément. C'est pas évident ce qui se passe là-bas. Bon, mais moi je suis allé pour les études. Peut-être encore moi j'ai un statut, mais quand tu viens en France sans statut, tu n'existes pas. Quand tu viens en Europe, ça fait que tu recommences, c'est plus que recommencer au Cameroun, parce qu'on ne te connaît nulle part, tu n'existes nulle part. Bon, comme on dit, chacun a son étoile. Ceux qui sont toujours tentés à venir, se chercher à venir tester, peut-être c'est mieux que chacun vienne vivre pour comprendre réellement. Mais moi j'en connais beaucoup qui regrettent, qui voudraient rentrer, mais beaucoup aussi ont plus honte de rentrer par rapport à leur situation, que des railleries qui vont se présenter, que les frères vont se moquer, les sœurs et tout, il y a tout ça, mais vraiment c'est compliqué là-bas. Nous jeunes, dans les zones reculées,
Nous n'aimerions même pas quitter notre village pour aller en ville, rien, pour ne pas aller faire quelque chose. Ce genre d'initiative, nous voulons que ça aille de l'avant. Le promoteur, qui s'il peut créer plus d'une chose comme celle-ci, afin d'occuper les jeunes de son village pour barrer la route à l'exode rural là, parce que la ville là, il y a tellement de choses qui nous guettent, des choses négatives. Il y a les maladies VIH et tout. Mais quand nous sommes au village, il y a les terres, il y a tout. Ça, c'est des initiatives à encourager. Ça m'apporte une ville, bientôt une ville. Qui travaille très bien. Ça là, travaille très bien. Ça me fait plaisir d'apprendre qu'un investissement d'une aussi grande importance se retrouve dans mon village. Mais je crois que ce à quoi nous devons penser, c'est d'accompagner ce genre d'investissement. C'est-à-dire que je crois que il y a ce qu'on appelle les effets d'entraînement. C'est-à-dire que quand on a un investissement d'une telle envergure, et il y a d'autres choses que ça entraîne. Qu'est-ce que nous, on doit faire maintenant en tant qu'autorité traditionnelle? On doit pouvoir accompagner ce genre d'investissement parce qu'il y a d'autres choses qui vont se créer. Qu'est-ce qu'on doit faire? Je crois qu'on aura besoin de logements, on aura besoin de s'investir davantage en agriculture. Je crois qu'il y a d'autres choses qui vont suivre pour qu'on ne soit pas en retard. Il faut qu'on prenne les dispositions dès maintenant pour accompagner ce genre d'investissement. L'ex-international camerounais, les potentialités touristiques du site à elles seules constituent un facteur de développement et une plus-value pour l'économie camerounaise autour du village international des médias. Pour moi, c'est un site merveilleux. Vous avez le Nyon qui est à côté. Et je pense que dès que ce bâtiment aura vu le jour et d'autres aussi, grâce au Seigneur, bien évidemment, je crois que ça va être un lieu, vraiment un lieu de pèlerinage. C'est un lieu où les gens viendront passer la journée, visiter, aller faire un tour au Nyon. Je pense que c'est ça qu'il nous faut pour le Cameroun. Nous sommes un grand pays, nous sommes un pays très très beau. Nous avons tout ce qu'il nous faut. Et c'est à nous d'essayer de gérer tout cela avec un peu de tact. Dans sa phase opérationnelle de sensibilisation sur les dangers de l'immigration clandestine, l'équipe du pôle média du village international des médias est inlassablement sur tous les terrains. En campagne, dans les villes, comme dans les villages, au contact avec des personnes ayant par exemple expérimenté les revers de l'immigration sous une forme comme sous une autre. Si vous partez avec les habits, vous ne portez plus vos habits. Oui, je vous dis ce que j'ai vécu. Vous ne portez plus vos habits. On vous achète deux tenues. Que ces gens qui viennent souvent dire non, on a passé le temps, c'est du mensonge. Il faut leur poser la question que au début, elles ont vécu comment? Qu'est-ce qu'elles font si ce n'est pas la prostitution? Parce que c'est grave au Liban. Quand on me montre la chambre où je devais aller, normalement, comme on m'a dit qu'il devait avoir une chambre, ce n'était pas la chambre. C'était quoi? C'était juste un petit truc qu'on a aménagé, juste où les enfants passent leur temps de jeu. Je suis restée comme ça. À l'immédiat, j'ai commencé à pleurer. À l'immédiat, j'ai commencé à pleurer parce que je me suis dit, avant que je ne découvre d'autres choses, je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Chez moi, j'ai une chambre, je suis à l'aise, qu'est-ce qui m'arrive? C'est dans le même sillage que la même équipe a déniché une autre Camerounaise, infortunée de l'esclavage des personnels de ménage au Liban. Je suis enfermée dans une maison où je n'arrive même pas à sortir. Le jour me fait sortir, c'est pour aller travailler chez la sœur de madame qui a les jeunes ménagères parce qu'elle est blanche, moi je suis noire. Donc elle, on doit la mettre de côté, moi je dois travailler comme une esclave. Ça a été l'horreur, j'ai dit maintenant je vais rentrer. On me dit,
Le monsieur me menaçait tous les jours. On m'enfermait dans ma chambre pendant 2 jours. Je ne mangeais pas, je ne buvais pas. Au moment où je voulais boire, je partais boire l'eau des toilettes. L'eau des toilettes, c'est l'eau recyclée. Oui. C'est l'eau avec laquelle tout l'immeuble fait le ménage. On amène, on nettoie, on revient, dépose ça l'immeuble quand on l'utilise. C'est une eau recyclée, c'est ce que je buvais. Au quartier Tchinga, à Yaoundé, la capitale du Cameroun, dans cet immeuble, sont logés les locaux de Radio Fréquence Vie, à vue d'œil, avec un matériel acquis maison en Europe et surtout un émetteur puissant qui arrose plus de 3 régions du Cameroun. Le support est donc très important dans le village international de médias pour le relais des messages contre l'immigration clandestine. Ce jour, un invité de poigne est présent en studio. Entre 2004 et 2006, il a touché du doigt les réalités du désert vers l'Europe à la recherche de l'Eldorado. Il faut dire que tout au long de ce voyage, on a rencontré des difficultés inimaginables. À Zender, par exemple, nous rencontrons des compatriotes qui étaient partis d'ici il y a une dizaine d'années, 5 années, ça dépendait. En tout cas, les fortunes étaient diverses. Ils sont malades, certains qui rentrent de la Libye, et certains sont mourants. Ils ne peuvent ni avancer ni rentrer, pour la plupart parce que leur argent avait été dérobé par ceux passeurs qui sont tout au long de ce voyage. On a vu des corps en état de putréfaction avancée, où on a vu des ossements humains, où on a vu les gens qui abandonnaient sacs et provisions. Et même dans notre convoi, il y a eu 2 morts tout au long dans le désert entre le Niger et l'Algérie. C'est un chemin à sens unique. Vous voyez des gens qui avancent, mais vous ne voyez personne qui rentre. Parce que le système des passeurs consiste à faire avancer les gens, à se faire de l'argent. Et étant migrants sans papier, nous n'avions même pas le choix. Je veux dire, nous n'avons même pas le droit, c'est ce que je voulais dire, de séjourner dans des maisons normales. Nous sommes obligés d'aller séjourner dans des rochers avec des animaux, les serpents, les scorpions et tout. Donc c'est pourquoi il faut dire que cette problématique est une problématique très mal connue de l'opinion. Parce que les gens trouvent que c'est facile, ils pensent qu'aller en Europe c'est très facile. C'est pour cette raison que moi je pense de mon point de vue que l'illusion dans cette histoire prend pratiquement 60%. Donc nous marchons à pied pour atteindre les enclaves espagnoles de Melilla qui est à Nador, je précise, et Ceuta qui est à Tétouan. Tenez-vous bien, pour quitter Magnia, aller à Tétouan, donc l'enclave de Ceuta, c'est au moins 1500 km. Et ça se fait pendant des mois de marche à pied. Vous levez le matin, vous commencez à marcher à pied, la nuit vous trouve, vous campez n'importe où, et puis le matin vous continuez tout au long du voyage, vous vivez de le monde, et puis c'est ça qui vous permet de tenir tout au long du voyage. Donc voilà un peu comment ce voyage se fait, tout au moins jusqu'aux enclaves, jusqu'aux villes qui sont toutes près des enclaves de Ceuta et de Melilla. Yaoundé, la capitale politique du Cameroun, avec une population active, mais en réalité, de nombreux jeunes s'y trouvent sans emploi. Le chômage a fait naître des métiers d'un tout autre genre autour de l'immigration clandestine. Grâce au pôle média du village international des médias, l'un d'eux est passé aux aveux complets. Je ne connaissais pas le fond des contours, je ne connaissais pas la réalité. Nida Lachem est responsable au niveau du Liban. Nidal était arrivé au Cameroun avant même que je ne fasse voyager une première fille. Nidal est arrivé au Cameroun. La copine de ma grande sœur de Berthois, c'est-à-dire celle qui était mariée au Libanais, descend à Yaoundé. Il y a eu une réunion qui s'est tenue à Emombo. L'autre c'était Nidal. Monsieur Nidal était en présence, il était là. On avait fait inviter beaucoup de filles qui voulaient, c'est-à-dire connaître les réalités qui se passaient sur le terrain. Elles étaient libres de poser n'importe quelle question. Monsieur Nidal répondait. Bon, lors de la réunion, Nidal disait que le contrat,
s'élève à 3 ans. Le contrat, c'est 3 ans. Et le salaire mensuel était environ 200 $. Je ne sais pas combien ça fait en France, c'est peut-être 120 000, 110 000, un truc de ce genre. Et Nidal disait aux filles, le Liban, c'est pas l'enfer. Le Liban, c'est pas l'enfer. Et ce n'est non plus facile. Donc pour moi, en quelque sorte, il a présenté le côté noir du Liban et le bon côté. Mais après les témoignages des filles qui sont rentrées du Liban, moi je pense que il a beaucoup plus présenté le bon côté, il a caché beaucoup de choses qui pouvaient arriver aux filles, une fois au Liban. Le conseil que je peux donner à ceux qui continuent à faire ce travail, le seul conseil que je peux leur donner, c'est d'arrêter ça. C'est pas bon. C'est pas bon. Parce que c'est une manière de continuer à vendre des êtres humains. Je peux appeler ça comme ça. Aller vendre. Pour combien? 50 000 francs, 50 000. Il y en a d'autres qui sont partis là-bas, ils sont morts. Ils ne sont plus jamais rentrés dans leur pays. Alors, tu fais voyager quelqu'un pour 50 000, une personne qui va aller mourir, qui ne va même plus rentrer. Ta conscience, même, je pense, tu ne seras pas tranquille. Sensibiliser sur les axes majeurs du village international des médias n'est pas aisé. La passion est là, au sein de l'équipe du pôle média, qui reconnaît néanmoins avoir consenti d'énormes sacrifices jusqu'ici et croisé continuellement des obstacles dans la production des émissions. Je dois d'entrée de jeu vous dire que c'est des dépenses énormes. Le personnel commis à cette tâche est appelé à faire le tour du pays pour requérir, n'est-ce pas, des informations en matière de dépenses. Et il y en a effectivement. Et je vous dirais que ces dépenses se situent à 2 niveaux. Le financement même des employés qui doivent œuvrer sur le terrain, partir, n'est-ce pas, du siège du VIM et parcourir, n'est-ce pas, le territoire national. Et vous savez, nous n'avons pas de bonnes routes un peu partout. Et c'est ce qui fait en sorte que le coût du transport soit trop élevé. Il leur arrive de passer des nuits à certains endroits où, n'est-ce pas, les frais d'hébergement sont également élevés. Je ne veux pas parler également de leur substance, c'est-à-dire de quoi se nourrir pendant qu'ils réalisent, n'est-ce pas, ces reportages dans les différents coins du pays. Et ces jeunes gens déployés sur le terrain, à leur niveau même, ont besoin d'être soutenus. Et cela génère également des dépenses importantes parce que ce sont des responsables de famille. Chacun d'eux doit avoir un soutien mensuel. Tout le monde reconnaît quand même que l'immigration clandestine est devenue une tragédie. À la vérité, c'est une menace qui n'est pas lointaine du fléau mondial qu'on appelle le sida. Donc partout où nous sommes allés, que ce soit dans les zones urbaines, que ce soit dans les zones rurales, les uns et les autres sont conscients de ce que c'est un combat noble que nous sommes en train de mener. Quand on descend sur le terrain, parfois beaucoup de choses ne sont pas faites au niveau local pour pouvoir empêcher les jeunes de pouvoir immigrer. Pourquoi? Parce que le credo du président fondateur de l'association, c'est quoi? C'est que c'est l'exode rural qui est en fait la porte d'entrée à l'immigration clandestine. Et lors des différents reportages que nous faisons sur le terrain, il apparaît clairement que dans nos villages, dans les coins reculés, dans l'arrière de nos pays, il n'y a pas beaucoup d'investissements qui tentent à maintenir ces jeunes là-bas. Ce qui fait qu'on n'est toujours pas la bienvenue aux yeux des autorités parce que finalement, on met à nu le manque criard des investissements. Pour eux, c'est souvent pas une bonne presse qu'on dise que dans les localités d'administration, il y a un manque, par exemple, d'infrastructures comme les routes, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas, par exemple, de quoi distraire les jeunes. Comme je le disais, les populations
quant à elles, sont vraiment ouvertes. Quoique, parfois, et ça c'est la vérité des reportages, pour pouvoir faire parler ces populations locales, il faut parfois donner de l'argent. Je parlais tout à l'heure des difficultés auxquelles on est confronté. Ça, c'est une réalité sur le terrain. En Bandiok, nous avons été confrontés à cette réalité-là. Il a fallu que ce soit dans notre argent de transport que nous sortions encore quelques sous pour pouvoir permettre à ces hommes et à ces femmes-là de parler. Parce que quand ils entendent association qui lutte contre l'immigration clandestine, ils voient tout de suite les subventions. Mais à la vérité, les subventions, l'association n'en a pas encore. C'est finalement l'effort personnel du promoteur, Dr Tchala Aïssomba, qui est mise en avant. Donc, quand tout cela repose sur la tête d'une seule personne, c'est un peu trop. Il a besoin, n'est-ce pas, du soutien de toutes les forces vives, que ce soit au niveau endogène ou exogène. Il en a vraiment besoin. Sur Internet, le village international des médias est visible à travers son site www.vimdv.org. Un site qui s'impose comme une vitrine dans la promotion des activités du VIM à l'échelle mondiale. Chaque jour, il y a de nouvelles personnes qui s'abonnent sur nos pages Facebook, Village international des médias, YouTube, Village international des médias. Et lorsque vous êtes abonné sur ces pages, vous allez rediriger directement sur notre site www.vimdv.org. Vous allez y trouver des éléments très intéressants. À ce jour, nous comptons plus de 31 personnes abonnées. Lorsque ces personnes visitent notre site, ils y trouvent des vidéos intéressantes et laissent des commentaires qui nous encouragent, malgré les difficultés que nous avons sur le terrain. Le rêve est donc grand, mais pour devenir une réalité, il a besoin des financements de la diaspora, des partenaires au développement aussi. Surtout, de l'expertise pour former aux différents métiers liés au village international des médias. Et au-delà de la formation, il y a aussi les équipements nécessaires pour rendre opérationnels les volets médicaux, agricoles, élevage, cinéma. Voilà, après avoir suivi ce discours du chef de l'État français, et aussi la vidéo qui marque le début d'une lettre que j'envoie au président Macron pour lui présenter exactement les besoins de cette Afrique qui est en train de sombrer dans la pauvreté, dans la misère. Et c'est à cause de ces besoins que les Africains partent de leur pays d'origine pour se réfugier en Europe, en France, en Grande-Bretagne, en Belgique et partout dans le monde, aux États-Unis. Alors si nous quittons nos pays, c'est justement parce que ce que vous venez de voir, Monsieur le Président, n'a pas été fait. Voici un mot que j'ai aimé dans votre discours. Et c'est une vérité que nous allons découvrir une fois de plus dans ces discours. Vous dites ceci. Se met en situation d'agréger l'aide multilatérale, l'aide d'autres puissances européennes, pour être plus efficace. Non pas pour avoir des cathédrales que nous construisons à notre gloire, non, pour poursuivre des projets dont les Africains ont besoin. L'Alliance pour le Sahel, lancée en juillet dernier, elle associe l'Allemagne, l'Union européenne, la Banque africaine de développement, la Banque mondiale et le PNUD, avec l'ensemble des membres du G5 Sahel. Et elle permet de manière beaucoup plus efficace, avec méthode, d'intervenir ainsi sur le terrain. C'est ce changement de méthode que je proposerai à tous demain, au sommet entre l'Europe et l'Afrique à Abidjan. C'est ce changement de méthode que nous avons commencé, mais qui doit se poursuivre de manière indispensable, où nous devons être plus efficaces, plus au contact des besoins du terrain, en désintermédiant parfois notre organisation et en ayant davantage collectivement une culture de l'évaluation. Parfois, notre aide publique au développement ne répond pas aux besoins. Elle fait plaisir à des gouvernements, français ou africains.
c'est une mauvaise méthode. Elle doit être évaluée. Et cette phrase, Monsieur le Président, a été applaudie. Pourquoi? Parce que l'aide publique au développement en Afrique n'a jamais touché la population. 90% de cette population est en train de croupir dans la pauvreté, dans la misère, parce que ce que les banques internationales, ce que les organismes internationaux trafiquent avec les responsables, les chefs d'État, les ministres et tous qui sont au pouvoir en Afrique, ne touchent pas cette tranche de la population. 90% de cette population est en train de périr, de croupir dans la misère, dans la pauvreté. Et c'est pourquoi j'ai envoyé aussi cette lettre, qui est ce documentaire. Ce que vous aviez vu a été réalisé par une seule personne, qui a la volonté. Ce n'est pas parce qu'il est milliardaire, ce n'est pas parce qu'il est politicien, ce n'est pas parce qu'il n'a que la volonté comme arme. Et cette volonté doit pousser tout être humain qui a du bon sens, qui veut le développement de l'Afrique pour lutter efficacement contre la pauvreté, qui est le seul mobile qui pousse les Africains à quitter leur domicile pour se rendre dans une capitale africaine, et après la capitale africaine, pour se rendre dans une capitale européenne, occidentale, aux États-Unis, partout dans le monde. C'est pourquoi, par le canal de cette vidéo, je demanderai tout simplement au chef de l'État français de considérer ce qui a été dit dans la vidéo, parce que l'énergie, qui est l'électricité, l'eau, dans nos pays en Afrique, selon la question qui a été posée au chef de l'État français, au Burkina Faso par une étudiante, ou bien un étudiant, je ne sais plus, parlant de l'électricité, et la réponse a été celle-ci: je ne suis pas le président du Burkina, c'est lui qui doit répondre à cette question. C'est vrai, c'est lui qui doit répondre à cette question. Mais les présidents en Afrique ne s'en occupent point du tout. Les présidents en Afrique touchant les problèmes d'électricité et eau, toute l'Afrique connaît les mêmes problèmes. Dans ce documentaire, vous aviez remarqué que dans ce village qui se trouve à 70 km seulement de la capitale camerounaise, il y a 50 km, il y a une vingtaine de kilomètres de route qui ne sont pas goudronnés. L'électricité, une partie de cette distance a été installée par la personne qui vous parle. Que ce soit la haute tension, que ce soit le transformateur, que ce soit le groupe électrogène, pour que les populations puissent en bénéficier. Et il y en a dans tous les coins du pays, que ce soit le Cameroun, que ce soit le Burkina Faso, que ce soit la Côte d'Ivoire, que ce soit, toute l'Afrique noire en souffre. Dans cette zone, 50 à 100 hectares traînent, qui ne sont pas développés. Les produits agricoles ne sont pas transformés. Tout ce qui a été cultivé, sémé dans cette zone ne peut jamais être évacué à temps. Et pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de route. Comment ces enfants, ces jeunes qui habitent dans des coins reculés, ne vont pas quitter les villages pour se retrouver dans des villes, gonfler les rangs des chômeurs dans ces villes, et puis se retrouver un jour sur la route de l'immigration au travers des pays comme le Nigeria, comme le Ghana, le Niger, le Mali, pour tomber entre les mains des passeurs et que ce jeune ne soit vendu aux Libyens et aux autres acheteurs jusqu'ici en Europe. Ils partent parce qu'ils n'ont pas de courant, parce qu'ils n'ont pas l'Internet, parce qu'ils n'ont pas l'industrie. On a prévu dans ces documentaires installer des industries de transformation, le manioc, le macabo, l'igname, les fruits comme les mangues, les oranges et autres. On a aussi prévu la transformation et aussi l'installation de certaines usines, des industries qui manquent cruellement à ce continent, l'Afrique. L'industrie qui est le moteur du développement. Aujourd'hui, tous ces pays passent au temps à importer de la marchandise de contrefaçon, de dernière qualité, de dernière catégorie, en Chine, en Inde et partout dans les pays qui étaient jadis considérés comme des pays pauvres.
Et aujourd'hui, ces pays sont considérés comme des pays riches par rapport aux industries qui s'installent à longueur de journée, que ce soit les industries chinoises, que ce soit les occidentaux qui s'installent en Chine. La Chine n'importe pratiquement rien du tout à part les produits de première catégorie qui sont les produits, les ressources minières et autres pour développer leur industrie. Alors, Monsieur le Président, vous avez la charge de demander à vos collègues africains, et surtout l'Afrique noire, de développer l'industrie, de faire venir des industriels, et que les Camerounais, les Congolais, les Ivoiriens, les Burkinabés et autres qui ont des sous cachés en Europe puissent faire revenir cet argent pour installer dans les industries et non d'utiliser cet argent pour l'importation des produits contrefaçonnés, fabriqués en Chine et partout dans le monde. C'est seulement l'industrie et la transformation des produits, que ce soit les matières premières, que ce soit les produits vivriers, les produits agricoles comme le café et le cacao, qui peuvent effectivement, la transformation de ces produits sur place, c'est ça qui peut développer l'Afrique. Lorsque le cacao est enlevé, en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Cameroun, partout, exporté en fèves, les producteurs de ces cacao ne seront jamais riches un jour. Mais ceux qui transforment le cacao en chocolat, en d'autres matières, sont extrêmement riches dans le monde. L'Europe, les États-Unis et les autres pays. Mais le pauvre agriculteur qui cultive le cacao dans une forêt tropicale ne reçoit presque rien. Le pauvre agriculteur qui cultive le café, quelque part en Côte d'Ivoire, au Cameroun, ne reçoit absolument rien. Vit dans la pauvreté. Ses enfants dans la pauvreté. Ce sont ces jeunes qui crient sur les rues de Ouagadougou, qui crient sur les rues de Yaoundé, d'Abidjan et sur les rues des autres capitales africaines. Et ces jeunes n'ont pas d'avenir. Parce que tout ce que vous investissez sur l'aide au développement en Afrique retourne dans les banques, dans les paradis fiscaux en Europe, et vous le savez. Ce changement de méthode que vous venez de proposer va droit au cœur des Africains, et surtout cette jeunesse. Ce changement de mentalité que nous exigeons depuis longtemps. Vous aviez constaté que pour une séance de questions-réponses à l'université de Ouagadougou, on se plaint de tout. On doit se plaindre de celui qui pose la question. On se plaint sur la réponse qui a été donnée. L'Afrique est comme ça et l'Africain mérite d'être amené sur le chemin du changement de la mentalité. Des plaintes, se plaindre peut être considéré comme notre sport favori. Se plaindre de l'autre. Alors, Monsieur le Président, cette vidéo que vous venez de visionner prouve que s'il y a eu une petite volonté en Afrique, les Africains peuvent aller loin, sortir ce continent de la misère, de la pauvreté. Mais il n'y a pas de volonté. C'est chacun pour soi. Et comme on le dit, Dieu pour tous, je pense que le Dieu des Africains les a abandonnés. Et comme Dieu ne peut abandonner personne, c'est l'Africain qui abandonne Dieu. Alors je crois fermement à l'avenir de l'Afrique. Mais l'avenir de l'Afrique est entre les mains des Africains. L'avenir de l'Afrique ne peut se manifester positivement lorsque l'Africain passe le temps à se plaindre de ce qui s'est passé. Il y a de cela 50 ans au moment des indépendances ou avant des indépendances, sur la colonisation, sur le changement de monnaie comme le franc CFA qui n'a rien à voir avec l'installation des industries sur le sol africain, qui n'a rien à voir avec la pauvreté qui frappe l'Afrique aujourd'hui à cause de la mauvaise gérance. Même les 10% que vous donnez, vous les Occidentaux, vous remettez aux Africains, aux chefs d'État et au gouvernement africain,
sur la transformation des matières premières que vos usines, vos industries donnent aux pays africains. Même les 10% pouvaient être utiles. Mais la population de basse classe ne voit pas le 1/10 de ce montant. Ces 10% se trouveraient quelque part dans les paradis fiscaux. Ces 10% se trouveraient quelque part dans les banques en Suisse, aux États-Unis et partout dans le monde, dans les paradis fiscaux. Et vous le savez, Monsieur le Président, moi j'aime particulièrement la France. Je crois que la France a joué un rôle très positif en ce qui concerne la civilisation en Afrique. Même si la colonisation a un côté négatif, mais la colonisation a un côté positif. Je m'adresse aujourd'hui à vous, Monsieur le Président, avec une langue qui n'est pas la mienne, c'est la langue française. Mais grâce à la colonisation, je peux m'exprimer. Et l'Ivoirien, le Ghanéen, le Burkinabé, le Congolais, le Tchadien peut aussi entendre, recevoir les paroles, recevoir mes idées, analyser mes idées sur cette même langue qui est la langue française. Grâce à la civilisation, grâce à la colonisation, on peut s'exprimer dans la même langue, étant ivoirien, camerounais, congolais, tchadien, gabonais et autres. Et je crois fermement que l'Afrique a un avenir derrière la langue française. Ça crée une communauté forte, puissante, mais cette communauté est divisée, absolument divisée. Je crois fermement à l'avenir de l'Afrique lorsque nos matières premières seront transformées sur place. Le bois transformé sur place, le cacao, le café, le coton, et même jusqu'aux ressources minières. Lorsque ces industries vont s'installer à l'intérieur du continent africain, on va peut-être arrêter de pleurer. Ça va créer les emplois. Ça va aussi créer la stabilité. Je crois aussi que la stabilité politique, surtout politique, les guerres, les troubles, ce que nous appelons aujourd'hui, le développement ne peut jamais être à la porte des Africains si les Africains sont troublés dans leur sommeil à cause du terrorisme, à cause des guerres, des coups d'État et autres. Si vous travaillez en Afrique dans le domaine de la paix, nous parlons aujourd'hui de la lutte contre le terrorisme, mais nous pensons fermement que si nous avons tous la volonté, l'Europe et l'Afrique, on peut éradiquer ce qu'on appelle le terrorisme. La religion n'a rien à voir. Toutes les bonnes religions et les vraies religions prennent la paix. Une vraie religion ne peut pas armer qui que ce soit, ne peut pas ordonner une tuerie. Une vraie religion de Dieu ne peut pas assassiner, ne peut pas créer le désordre. Mais aujourd'hui, plusieurs religions sont manipulées par des politiques. C'est ce qui est absolument dangereux. Et c'est ce qui crée l'instabilité dans plusieurs pays en Afrique et qui jette les jeunes sur les routes de l'immigration clandestine. La jeunesse africaine a besoin de la stabilité politique dans chaque pays pour se développer mentalement, économiquement, financièrement, matériellement et aussi politiquement parlant. Vous êtes jeune, Monsieur le Président. Si votre pays avait été instable, vous ne serez pas à la tête d'un grand pays comme la France. Aujourd'hui, l'instabilité crée le désordre, la pauvreté, la misère. Et ça jette beaucoup de milliards de personnes à la rue.
les frontières qui sont fermées au niveau de la Libye. Et c'est cette fermeture des frontières qui a provoqué la vente des Africains noirs aux Libyens et aux autres, avec l'aide de leurs propres frères, les Maliens, les Nigérians, peut-être même les Camerounais, les Ivoiriens. Et ces Africains ne sont pas seulement vendus aux Libyens, ils sont vendus aux Libanais, selon les images que nous recevons par le canal des réseaux sociaux. Ils sont vendus même ici en Europe. Il y a des petits enfants qui quittent l'Afrique sous prétexte qu'ils viennent étudier en Europe, mais qui se retrouvent quelque part dans un foyer, dans une ville, en train de se prostituer ou bien en train de travailler clandestinement. Ça, c'est de l'esclavage. Et ça se passe comme ça partout. Il y a les jeunes, les petits-enfants en Afrique qui travaillent dans les cacaoyers, c'est-à-dire les plantations de cacao de la Côte d'Ivoire, du Ghana, jusqu'en Afrique centrale. Ces petits-enfants qui méritaient une scolarisation adéquate se retrouvent dans des plantations ou bien dans des foyers comme Boy, comme Bonne, qui se réveillent à 4 h du matin pour travailler jusqu'à 23 h. Des petits-enfants exploités par leurs ancêtres, les Africains, les Noirs, qui ont l'argent, qui ont passé le temps à voler, à détourner. Ces enfants n'ont aucun avenir. Vous êtes en Afrique aujourd'hui, vous ne le saviez peut-être pas, que dans la même ville d'Abidjan, il y a des petites filles qui travaillent dans les familles, qui ne perçoivent aucun salaire. Dans la même ville du Burkina Faso, il y a des petites filles. Dans votre discours, vous aviez parlé de l'éducation des filles. C'est bien beau. On peut le dire dans un discours. Mais la réalité, c'est que dans la même capitale burkinabé, dans la même capitale ivoirienne, ghanéenne, camerounaise, gabonaise, congolaise, il y a des petites filles dans des maisons de ceux qui ont dépouillé l'Afrique, en train de travailler comme bonne, comme boy, esclaves modernes. Il y a des petits garçons sur les rues qui mendient à longueur de journée. Dans les rues, sur les rues de la capitale du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, sur toutes les capitales africaines, ils sont en train de mendier. Il y a des maîtres derrière, cachés dans l'ombre, qui reçoivent tout ce que ces jeunes reçoivent à la rue. Ce sont des bourreaux, des trafiquants. Et notre association aujourd'hui lutte contre tout cela. La diaspora est impliquée. Plusieurs de la diaspora utilisent également cette main-d'œuvre bon marché que l'on exploite abusivement. Ils font venir des enfants, des jeunes. Ils les font travailler dans des familles à longueur de journée au nom d'un voyage en Europe et qui se retrouvent enfermés dans une cage sous-sol avec un passeport arraché, caché, des menaces. Vous le savez peut-être, Monsieur le Président, parce que vous avez des services de renseignement. Voilà une autre forme d'esclavage. Et ils sont des millions. Plus que ce qui se passe en Libye. Une autre forme d'esclavage, c'est aussi ce qui se passe, c'est dépouillement. On dépouille l'Afrique sous prétexte d'une émigration choisie, c'est-à-dire choisir les grosses têtes qui ont étudié par le canal de ce que les États-Unis ont appelé l'autovisa. L'Afrique est vidée à cause des salaires qui sont largement plus bas. L'Afrique se vide des têtes pensantes.
des têtes qui peuvent constituer l'avenir de demain. Et l'Afrique se retrouve aujourd'hui avec des soulards, des gens qui ne réfléchissent pas du tout, des gens qui ne peuvent jamais proposer des solutions convenables comme l'industrie qui doit s'installer sur le sol africain, la transformation des produits agricoles sur place, l'installation des usines de fabrication de tout ce qui existe dans ce monde et aussi la transformation des matières premières qui se trouvent quelque part dans le sous-sol africain. L'Afrique se vide de toutes ces têtes pensantes qui s'installent partout dans le monde à cause de la pauvreté, de la misère. L'Afrique aujourd'hui pleure ses morts. Chaque jour, on meurt de faim. Et pourquoi nous mourons de faim? Parce qu'il n'y a pas la connaissance. Un transfert de technologie au niveau agricole. L'autosuffisance alimentaire. L'agriculture artisanale. C'est ça qui condamne l'Afrique. Qui condamne l'Afrique à la famine, au désespoir. Et aussi, cette pauvreté mentale qui nous amène à croire que c'est l'Europe qui peut nous aider. C'est la France qui est quelque chose qui est le problème des Africains, alors que c'est l'Africain qui est son propre problème. Vous aviez souligné cela dans votre discours, Monsieur le Président, en ce qui concerne les relations entre la France et l'Afrique. Vous n'êtes pas le président du Burkina Faso, ça a été dit dans le discours. Et c'est vrai, vous n'êtes pas le président du Cameroun, ni de la Côte d'Ivoire, ni du Ghana. Mais vous avez une grande responsabilité. Un président français a une grande responsabilité en ce qui concerne le développement de l'Afrique. Vous êtes à l'origine de tout ce qui est fabriqué dans le monde, l'industrie française a développé les États-Unis, a développé l'Angleterre, a développé beaucoup de pays dans le monde. Et la France est la mère des industries dans le monde. Quand on fait des recherches, pourquoi la France n'est pas aussi la mère des industries en Afrique? Pourquoi les industries françaises ne s'installent pas en Afrique comme ce qui se passe en Chine? Il y a beaucoup de sociétés françaises qui s'installent aujourd'hui en Chine. Vous allez me dire, c'est à cause de la main-d'œuvre moins chère, la baisse des impôts. Vous pouvez aussi influencer vos collègues africains pour que la main-d'œuvre et la baisse des impôts puissent aussi attirer les industries françaises pour qu'elles s'installent sur le sous-sol, sur le sol africain. Vous avez le pouvoir de le faire si vous avez la volonté. Vous pouvez aussi donner des conseils à vos collègues présidents africains qu'ils s'intéressent beaucoup plus à leur population qu'à leur famille, qu'ils s'intéressent beaucoup plus au développement de leur pays qu'au développement de leur famille, de leur village, qu'ils s'intéressent beaucoup plus à l'industrialisation de leur pays, que de vider les comptes de leurs États, de détourner l'argent des institutions ou bien des organismes internationaux qui arrivent par le canal des banques, l'aide publique au développement qui est détournée et qui reprend la route des banques françaises, la route des banques suisses, aux États-Unis, dans les paradis fiscaux, dans le monde.
et qui entrent dans l'importation des marchandises de contrefaçon. Et ceci ne peut pas développer l'Afrique. La lutte contre, mon dernier point, c'est la lutte contre la contrefaçon. Tous les produits qui viennent de la Chine, qui ont fait chuter des industries, le peu d'industries qui se trouveraient quelque part en Afrique. Ces usines ont fermé les portes. Il y avait les usines françaises à Douala. Ces usines ont fermé les portes. Pourquoi? Parce que les Camerounais eux-mêmes, ils ont commencé à importer des marchandises de contrefaçon. Et ça a fait chuter l'économie locale. Le chiffre d'affaires des industries locales a disparu. Et les patrons étaient obligés de mettre la clé à la porte. Aujourd'hui, toute l'Afrique, toutes les capitales sont inondées des marchandises contrefaçonnées venant de la Chine. Dites la vérité à vos collègues africains, Monsieur le Président, d'arrêter, de stopper, de mener une campagne contre la contrefaçon qui envahit et qui met la vie des Africains en danger. C'est des marchandises très dangereuses, mal façonnées, des médicaments, des denrées alimentaires. Le riz est fabriqué. Et à cause de la pauvreté, les Africains consomment ces riz fabriqués. Beaucoup d'autres choses qui ne sont pas contrôlées qui arrivent. La corruption bat son plein dans nos pays en Afrique. Vous le savez. Quand vous avez de l'influence sur tous les pays africains, vous pouvez aussi avoir cette influence sur la gestion des affaires africaines. Vous n'êtes pas le président des Africains, je le sais, ni le président d'un pays africain, vous êtes le président de la République française. Mais c'est grâce à la France que nous avons des aéroports. C'est la civilisation et c'est la France qui a amené la civilisation au Cameroun, dans mon pays, en Côte d'Ivoire et partout. L'administration camerounaise, ivoirienne, gabonaise, béninoise est la photocopie de l'administration française. Vous n'allez pas me dire, Monsieur le Président, que vous n'avez rien à voir avec ce qui se passe au Cameroun. Vous avez quelque chose à voir là-dedans. Puisque les institutions qui se trouvent dans ce pays, citées, c'est la photocopie de vos institutions. Aujourd'hui, tout ce pays fuit la France parce que la France exige, avant de financer un projet, et regarde de près si la démocratie fonctionne à 100% dans ce pays. Mais ce que la Chine ne fait pas. Et c'est pourquoi les dirigeants africains se tournent résolument vers la Chine en fuyant la France. La France est en train de perdre du terrain. Ce n'est pas un secret pour qui que ce soit. Et la France a eu une mauvaise renommée en Afrique. Pourquoi cela? Parce qu'il y a eu des campagnes, des mauvaises langues qui ont parlé mal, qui ont calomnié la France, comme si c'est la France qui était responsable de la pauvreté, de la misère qui frappe l'Afrique aujourd'hui. Moi, je pense que non. C'est l'Africain qui est responsable de ce qui lui arrive. Ce n'est pas la France. La vidéo que vous venez de visionner, avec cette vidéo, c'est la réponse. On peut faire de grandes choses avec le peu que nous avons. Je ne suis pas milliardaire. Mais il y a des gens qui ont fêté des milliards dans notre pays, qui n'ont rien réalisé pour la population locale. Et même dans leur village, il n'y a pas un seul puits pour les populations. Il a une maison, une villa, un château construit par son argent, détourné, avec des puits, avec des installations sophistiquées. Mais à côté de son mur, il y a des pauvres qui croupissent dans la pauvreté, dans la misère. C'est comme ça que ça se passe chez nous en Afrique. Je me rappelle plusieurs écoles dans ma région où je suis né
J'ai financé les salaires des maîtres qui ont passé 6 mois sans salaire. Il a fallu que je donne 50 000 francs CFA qui ne représentent pas 100 € à ce maître chaque mois pour subvenir à leurs besoins. Ne serait-ce que le savon pour prendre son bain avant d'aller à l'école. Les simples craies, les cahiers de préparation ont été achetés par moi dans plusieurs écoles, dans les environs, dans la zone où je suis né. C'est ce que j'ai vu, Monsieur le Président. Mais quand vous arrivez dans une capitale africaine, les rues sont balayées, la rue que vous allez suivre sera balayée, les maisons au bord des rues seront également nettoyées, blanchies, les murs blanchis, avec du kaolin, peut-être avec la peinture, si ce sont des immeubles. Mais c'est une beauté de façade. À plus de 100 mètres après le trottoir, vous allez rencontrer des problèmes graves, des taudis, des hommes et des femmes qui croupissent dans la pauvreté, dans la misère, qui passent autant à vous insulter, à prononcer des imprécations contre vous, pensant que vous êtes responsable de ce qui leur arrive. Et en cachette, c'est ce qu'on dit, que c'est la France qui est responsable. Et moi, j'ai toujours dit, ce n'est pas la France qui est responsable, c'est nous-mêmes. Comment se fait-il que dans un pays africain, il y a des milliardaires qui n'ont pas d'industrie, mais qui sont des fonctionnaires? Et vous le savez, Monsieur le Président, c'est toujours l'Africain qui est responsable de la pauvreté, la misère qui frappe ce pays. Voilà cette lettre que je viens d'envoyer au président Macron afin qu'il comprenne exactement ce qui se passe. C'est la première. Il y a une deuxième qui va arriver pour vous expliquer en profondeur ce qui se passe dans nos pays en Afrique. Si les universitaires crient, pleurent, ce qu'on a vu au Burkina Faso, et si vous allez dans un autre pays francophone en Afrique, ça sera pire que ça. Ce sont des pleurs. Ce n'était pas des questions, mais c'était des pleurs. Les étudiants que vous aviez vus dans la salle, dans ce amphithéâtre, peut-être ont été choisis. Mais les plus malheureux, les plus pauvres, c'est ceux-là qui insultaient la France, qui vous critiquaient hors du camp. Ceux qui ont été choisis, peut-être, ils ont des pères et des mères qui sont membres du gouvernement, ou bien les parents sont riches et sont bien habillés. Mais je connais des étudiants qui n'ont rien à mettre au corps, qui n'ont rien à manger, qui ne savent pas comment ils vont faire dès 6 heures du matin jusqu'au soir. Il n'a pas bu, il n'a même pas où poser la tête pour dormir. Vous prenez soin de vos étudiants ici en Europe. Vous prenez soin de vos populations. Dites à vos collègues, lors des réunions, de prendre soin de leur population, de prendre soin de leur pays, de développer leur pays. Quel est ce pays qui peut se développer sans adressage? Les boîtes postales que nous avons en Afrique, les courriers sont distribués par le canal des boîtes postales, ce qui ne se fait pas en Europe. En Europe, on remet les courriers à la maison. Mais en Afrique, ce sont des boîtes postales. Des casiers, quelque part, à la poste dans une ville. Internet, pratiquement inexistant. Moi, j'ai dépensé 7 millions de francs CFA pour avoir la fibre optique dans mes bureaux au Cameroun. La fibre optique qui n'a jamais fonctionné 15 minutes après avoir dépensé pour les installations 7 millions de francs CFA. Mais qui n'a jamais fonctionné jusqu'à ce jour. Mais quel est donc l'étudiant africain fraîchement sorti des universités et qui veut créer une petite entreprise? Comment il va faire pour réussir cet exploit
qui sera appelé demain un miracle. C'est pourquoi, Monsieur le Président, il passe autant à prier. La prière devient un sport national. Et cette prière est importante. Mais la prière ne changera rien si on n'a pas la volonté. Il faut d'abord, au préalable, la volonté. Si on a la volonté, on peut aller loin. Si on change de mentalité, on peut aller très loin. Et le changement de mentalité doit commencer en haut, au niveau des autorités qui nous gouvernent. S'il n'y a pas ce changement de mentalité, on va beau faire des projets, on va financer comme d'habitude, toutes les institutions financières dans le monde vont financer les projets en Afrique. La France ne s'est pas développée avec le financement des projets. La Chine ne s'est pas développée avec le financement des projets. Apprendre à pêcher est mieux que de donner du poisson à quelqu'un tous les jours. Je pense que si on apprend à pêcher aux Africains, si on installe des industries, et que tout l'argent des Africains qui est à l'extérieur, gardé par les Africains eux-mêmes, retourne dans les pays africains, et que le développement mental, qui est donc la connaissance, le peuple périt faute de connaissance, la connaissance au niveau des nouvelles technologies, le transfert de la connaissance, la maîtrise. Alors, si l'Afrique passe par là, un jour, on peut avoir la chance d'être développée. La Chine n'a pas importé, la Chine n'a pas été développée par des projets, par des financements extérieurs. Je ne fais pas la politique, mais je ne crois pas que ce sont des financements, l'aide au développement qui a développé la Chine. Si vous continuez à parler de l'aide au développement, c'est condamner l'Afrique. La main qui reçoit va toujours s'appauvrir. Lorsque les Africains vont passer le temps à recevoir, sans toutefois créer, le continent sera toujours condamné à la pauvreté, à la misère. On va toujours quitter pour venir chez vous. Ce documentaire peut vous aider à comprendre. Peut vous aider à demander à vos collègues de mener de tels projets, de développer des villages, et non seulement des capitales, mais des villages. Moi, j'habite chez vous, dans votre pays, à plus de 100 km de Paris. Mais cette association Village international des médias est implantée quelque part dans une banlieue de la capitale française. Et j'y vais tous les matins. J'y vais tous les matins. Depuis l'année passée que je suis arrivé en France. Et je fais plus de 100 km de route avec la voiture. Ce que je ne peux pas faire dans mon propre pays, à partir de mon village, 70 km seulement. Le jour que la pluie torrentielle frappe la zone, je suis condamné à rester, même avec une voiture double traction, je suis condamné à rester dans la maison. Parce que 20 km de route sont impraticables. Une pauvre femme, mordue par une vipère, a perdu son bras. Le bras a été coupé, pourquoi? Parce que elle était au champ, en train de sacrer son champ. Elle n'a pas vu la vipère qui était cachée sous les herbes. Elle a saisi la tête de la vipère, un serpent très venimeux. Elle a été mordue par la vipère.
Et son mari a eu le dernier réflexe de faire un carreau au niveau du bras. Mais puisqu'il n'y avait pas de voiture, il pleuvait torrentiellement et la route 20 km était impraticable. Il n'y avait pas d'hôpital à côté, pas de dispensaire. Et même s'il y en avait, il n'y avait pas de médicaments, il n'y avait rien, pas même un infirmier. Alors cette pauvre femme a perdu son bras parce que le garrot a stoppé la progression du poison vers le cœur. Mais le bras a été coupé parce que ça pourrissait déjà. Une journée et une nuit, à 70 km seulement de la capitale camerounaise, cette femme a perdu son bras. Si son mari n'avait pas eu cette présence d'esprit de poser un garrot, à moins de 30 minutes, le poison atteignait son cœur et cet homme perdait sa femme et la femme perdait sa vie. Et c'est ainsi que beaucoup de femmes meurent dans la région et dans toutes les régions en Afrique. Que ce soit des accouchements difficiles parce qu'elles sont éloignées, que ce soit des maladies comme le paludisme, un simple essai de palu, 30 minutes, la personne décède. Parce qu'il n'y a pas de remède, il n'y a pas d'hôpital et il n'y a pas aussi de dispensaire. Il n'y a rien du tout. Dans un rayon de 20 km, de 30 km, de 40 km, 50 km, 100 km, on ne trouve pas un hôpital, un dispensaire. Comment voulez-vous, Monsieur le Président, que ces gens, ceux qui nous gouvernent, quand ils sont malades, ils viennent se soigner chez vous, et vous le savez. Ne pouvez-vous pas interdire ce genre de pratiques, qu'ils retournent chez eux, et qui se font soigner par les mêmes médecins et dans les mêmes hôpitaux, qu'ils négligent? Est-ce que vous ne pouvez pas demander à vos collègues de se soigner chez eux, à leurs femmes, à leurs enfants, parce qu'ils ont des moyens de prendre des avions médicalisés, de payer un avion médicalisé qui va transporter ce dernier, un membre de sa famille, un ami, une copine, jusqu'à Paris, et payer, donner des cautions à l'ambassade de France pour obtenir le visa, des cautions de 20 millions de francs CFA pour obtenir le visa afin de se soigner en France. Et 99% des pauvres qui se trouveraient dans les pays africains ont-ils aussi des moyens pour le faire? Pas du tout. Aujourd'hui, moi, je me soigne en France. Parce que moi, j'ai un peu de moyens. Alors, est-ce que les 90% qui sont là-bas en Afrique peuvent se soigner en France, peuvent se soigner en Belgique, peuvent se soigner partout dans le monde, là où ils veulent, en Espagne? Pourquoi il n'y a pas d'hôpitaux modernes dans toutes ces capitales en Afrique? Pourquoi? C'est la mauvaise volonté. Dans ce projet que vous venez de visionner, qui n'est pas du tout un projet, 1/10 de ce projet est en train d'être réalisé. Et nous sommes bloqués parce que c'est un projet qui demande beaucoup de milliards. Sur l'installation des usines, par exemple, de transformation de manioc, de macabo, des oranges, des prunes, tout ce que nous avons tout dans cette zone. Mais ces produits ne peuvent jamais être transformés sur place parce qu'il n'y a pas de moyens pour le faire. Nous avons un grand fleuve qui peut être exploité. Nous avons des forêts qui peuvent être exploitées dans la même zone. Et le projet de formation au niveau des nouvelles technologies, ces jeunes peuvent être formés, mais il n'y a même pas le net pour commencer. Suivez à plusieurs reprises cette vidéo et vous allez comprendre. Monsieur le Président,
si c'est nécessaire de lancer de tels projets et de financer un projet qui a déjà commencé, qui est une utilité publique pour tous les Camerounais, pour tous les Africains. On a besoin de former. On a besoin des formateurs que vous pouvez envoyer sur place pour ce projet. On a besoin d'une aide technique que vous pouvez envoyer sur place pour ce projet. Former les hommes et les femmes, les filles pour ce projet. On a des écoles à construire, un hôpital moderne équipé pour soigner dans cette jeunesse africaine. Vous avez la technologie, vous avez tous les moyens. Alors, Monsieur le Président, votre aide publique au développement, qui doit être plus efficace avec des méthodes. Ce que vous avez dit dans le discours, je vous prends au mot. Et nous attendons votre réaction. La réaction de toute la France qui va visionner cette vidéo. La réaction de toutes les autorités européennes. Parce que cette lettre ne s'adresse pas seulement à Macron, le président de la République française. Elle s'adresse aussi aux Belges. Elle s'adresse aussi au Luxembourg, à l'Espagne et autres. Je sais que vous avez vos problèmes dans vos pays. Mais le monde est un village. Tout ce qui se passe en Afrique va se répercuter ici. S'il y a des troubles en Afrique, la France sera troublée. S'il y a la richesse, la prospérité en Afrique, la France sera riche. Elle est déjà riche. Mais les milliards qui sont investis pour aider la diaspora pouvaient aider les Français qui sont en difficulté aujourd'hui. Mais il y a une partie qui va pour aider les Africains qui quittent qui sont déracinés dans leur village parce qu'ils sont pauvres. Si l'aide partait les trouver sur place, là où ils sont, pas la nourriture, pas le poisson, mais je dis l'aide, installer les industries, transformer les produits agricoles sur place, ça va créer la main-d'œuvre, ça va créer les emplois et en même temps développer le système, l'énergie, que ce soit l'énergie solaire, que ce soit l'énergie en général, les nouvelles technologies aussi, former sur place ces Africains. J'ai entendu les étudiants burkinabés qui parlaient des bourses. Pourquoi il faut quitter l'Afrique pour se rendre en Europe pour étudier? Pourquoi ne pas développer ce système d'enseignement sur place en Afrique? Pourquoi seulement quitter l'Afrique avec des bourses? Pourquoi les Européens ne reçoivent pas aussi les bourses en provenance de ce continent qui est l'Afrique? Il ne faudrait pas que nous soyons une charge pour les pays européens. Mais si les pays européens nous aident à se développer sur place, parce qu'il n'y a pas de développement sur place, il n'y a pas de développement sur place dans tous les domaines. C'est pourquoi nous sommes Africains et nous sommes obligés de quitter. Il n'y a pas d'hôpital, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas de soins convenables, il n'y a pas la politique sociale que nous voyons ici. On aide les gens ici en France. On paye ceux qui sont au chômage. Également, on aide les femmes, les hommes, tout le monde trouve son compte. Mais en Afrique, ce n'est pas le cas. En Afrique, ce n'est pas le cas. Ils sont abandonnés à eux-mêmes. C'est pourquoi ils commencent aussi à se chercher. Mais ils tombent entre les mauvaises mains en quittant l'Afrique pour se rendre. Ils trouvent des mauvaises options. Quitter l'Afrique, c'est la seule option selon eux. Mais ce n'est pas la bonne option.
L'option principale, c'est de rester sur place. En restant sur place, on peut faire beaucoup de choses. C'est ça la vraie lutte contre l'immigration. Développer l'Afrique à l'intérieur. À l'intérieur, ce n'est pas la capitale. Mais à l'intérieur, ce sont ces villages abandonnés. À l'intérieur, ce sont ces villes qui ne sont pas des capitales, mais des villes voisines de Yaoundé, les villages voisins de Yaoundé, les villes voisines d'Abidjan, les villages voisins d'Abidjan, les villes voisines de Ouagadougou, les villages voisins de Ouagadougou. Ces villes et ces villages doivent être développés en tout. Médecine, industrie, école, transformation des produits, les routes et autres, les autoroutes. Et là, la stabilité politique, la stabilité dans tous les domaines. Et si nous avons cette stabilité avec ce développement qui venait d'être décrit, et si les autorités africaines commencent à aimer leur population, n'est pas seulement aimer leur famille, à aimer leur population, à faire tout pour développer leur propre pays, à ne pas confondre les budgets de l'État, les budgets ministériels, les budgets des organismes, des investissements, à ne pas confondre cet argent à leur propre compte bancaire. Si cela est fait, Monsieur le Président, l'Afrique va décoller. Voilà ce que j'avais à vous dire dans cette lettre que j'envoie. Je vous aime beaucoup. En même temps, j'aime la France. Grâce à la France, nous sommes aujourd'hui des hommes et des femmes qui parlent français, des hommes et des femmes qui peuvent se peigner avec peigne moderne, des hommes et des femmes qui peuvent se brosser avec des brosses modernes, des hommes et des femmes qui peuvent également avoir de belles maisons, qui peuvent également rouler dans de belles voitures, qui peuvent aussi avoir des aéroports. C'est grâce à la colonisation. Qui peuvent également apprendre beaucoup de langues, c'est grâce à la colonisation. Qui peuvent aussi avoir un téléphone, c'est grâce à la colonisation. Qui peuvent aussi avoir un poste téléviseur, c'est grâce à la colonisation. Qui peuvent aussi avoir tout ce que nous avons aujourd'hui de moderne. Avant la colonisation, cela n'a jamais existé. Après la colonisation aussi, si la France n'appuie pas, tant que vous n'appuyez pas, mettre un doigt avec précision et tordre aussi peut-être l'oreille de vos collègues africains, rien ne sera fait. Alors si vous le faites en appuyant, en criant sur les oreilles et en amenant les Africains à lutter contre la contrefaçon qui détruit les industries locales, en donnant plusieurs moyens, que l'État livre un combat sans merci contre la contrefaçon et aussi qu'on arrête que tout ce qui importe, la contrefaçon venant de l'Asie, surtout la Chine, Taïwan et autres, c'est ça qui fait chuter, qui détruit l'économie africaine. Là, les Occidentaux peuvent s'installer parce que la Chine ne fait jamais le transfert de technologie. Il faudrait que ces colons retournent sur place, implantent des usines sur place, nous ramènent des nouvelles technologies, forment les Africains sur place et la colonisation va continuer à nous développer. Je ne parle pas de la colonisation dans le sens négatif, parce que le mot colonisation, aujourd'hui, traumatise les Africains. Et c'est bien parce que cette colonisation qui était violente auparavant a traumatisé nos parents, nos ancêtres, et cette colonisation a apporté beaucoup de dégâts psychologiques. Mais la colonisation a une partie très positive, c'est ce que je viens de développer. Monsieur le Président, que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit sur vous pour cette tâche qu'il vous a confiée, diriger un grand pays comme la France et en même temps diriger aussi, ce n'est pas un secret pour qui que ce soit, un peu plus bas, vous dirigez aussi les pays africains. Que Dieu vous bénisse. Merci.